Cap sur la transition, on s'intéresse aux politiques publiques environnementales. C'est le podcast de l'IDRI. La transition se joue partout, dans les champs, les forêts, les océans, dans les villes, les entreprises et bien sûr dans l'industrie. C'est sur ce secteur-là que l'on braque les projecteurs aujourd'hui. Un secteur qui est directement responsable d'environ 20% des émissions mondiales de gaz à effet de serre et même de près de 40% des émissions en tenant compte de celles dues à la production d'énergie de réseau, l'électricité, chaleur qui lui est associée, ainsi que d'autres impacts environnementaux importants, notamment le rejet de polluants dans l'eau, dans le sol ou la production de déchets. Alors les équipes de l'IDRI ont décidé d'ouvrir un nouveau champ de recherche, une nouvelle initiative pour explorer les enjeux d'aujourd'hui et de demain pour l'industrie dans un cadre européen. Nicolas Bermans est avec nous ici pour en parler. Il est responsable Europe, expert énergie, climat à l'IDRI. C'est parti. Bonjour Nicolas Bermans. Bonjour. Dans un contexte où la décarbonation s'accélère, pourquoi est-on amené aujourd'hui à parler de nouvelles politiques industrielles ? Alors, il y a un aspect important que vous avez mentionné dans l'introduction, qui est l'empreinte environnementale des activités industrielles, qui ne se limite pas au climat. On a des impacts sur l'eau, la production de déchets, la qualité de l'air qui sont importants et qui sont régulés aujourd'hui. Mais un facteur qui a changé récemment, c'est les nouvelles ambitions qu'on porte sous l'angle climatique, avec des objectifs très ambitieux de décarbonation à terme, la neutralité climatique, par exemple, l'objectif européen, qui est finalement la conséquence de la mise en œuvre de l'accord de Paris et qui a amené à considérer différemment cette question dans le secteur industriel. Différemment pourquoi? Essentiellement parce que jusqu'à présent, les secteurs industriels étaient considérés comme des secteurs difficiles à traiter. Pour certains, il était considéré très difficile de réduire les émissions. On avait même un terme pour ça. On appelait ça des secteurs hard to abate. On se disait on verra plus tard, quoi. On se disait: «On verra plus tard», exactement. Et maintenant, puisque on doit arriver à ces niveaux d'ambition climatique beaucoup plus importants, eh bien, on se pose la question dès maintenant. On se pose la question aussi dès maintenant parce que, de façon très pragmatique, une usine, ça ne se fait pas du jour au lendemain et ça reste pendant des dizaines d'années en général. Et donc toutes les usines, les sites de production dans lesquels on investit cette décennie seront là en 2050, quand, par exemple, l'Europe a choisi d'atteindre la neutralité climatique. Donc on est passé d'un discours c'est compliqué, on verra plus tard à allons-y, mais comment ? Allons-y, mais comment? Mmh. Exactement. Donc on essaie, d'y aller. Ça pose tout un champ de questions, des défis d'ordre technologique, économique, sociaux. Il faut gérer les emplois qui se créent, les emplois qui disparaissent, avec cette transition et aussi une dimension géopolitique qui n'est pas à négliger puisque, les chaînes de valeur industrielles ont un caractère international très important. Deuxième point, il y a cet agenda sur la décarbonation, mais il y a un deuxième agenda qui s'est développé et qui est aussi important, dans le secteur industriel, qui est, finalement la prise de conscience après la crise du Covid, de la vulnérabilité d'un certain nombre de chaînes de valeur aujourd'hui. Et donc un agenda qu'on définirait plutôt comme, du reshoring ou du friendshoring. Ça veut dire produire avec des pays amis, des chaînes de valeur plus courtes, où on diminue le risque d'interruption par une crise géopolitique, une crise sanitaire, et cetera, qui peuvent venir interférer avec les processus de production. Il y a aussi un enjeu de nouvelles technologies qui se développent et qui sont clairement au cœur de l'industrie. Oui, alors quand on veut décarboner l'industrie, on draine avec cela un certain nombre de changements, de nouvelles activités industrielles dont, le poids augmente très fortement, parce qu'elles sont pourvoyeuses de solutions, soit pour la transition industrielle, mais même plus largement pour la transition énergétique. C'est ce qu'on met derrière, en fait, un acronyme qui s'appelle les clean tech, donc les nouvelles technologies propres. Alors je mets des guillemets autour Ouais, de propre, parce qu'on peut toujours ouais, questionner ouais. ce terme, mais finalement, ça consiste à quoi? Ça consiste à penser au déploiement des pompes à chaleur, de l'industrie des batteries pour le véhicule Mmh. électrique, de l'industrie des énergies renouvelables, dans une certaine mesure, et à plus long terme, de l'industrie de nouveaux matériaux, par exemple du ciment bas carbone, de l'acier bas carbone qui, sont, aussi envisagés. La question autour de ces, activités, c'est comment assurer leur développement à l'échelle, par rapport à des besoins grandissants. On voit des besoins d'électrification, par exemple, très élevés, Mmh. aujourd'hui dans les scénarios, de transition bas carbone. Et comment aussi assurer une place suffisante aux innovations les plus prometteuses? Parce qu'on est dans des secteurs, en fait, où on a des acteurs installés, des nouveaux acteurs qui innovent, mais qui, pour l'instant, Mmh. ne sont pas installés dans le débat politique et
Dans la dans concurrence la finalement concurrence tout aussi simplement. internationale. On Voilà. on a vu d'ailleurs que ce pouvait être un enjeu politique, local, national, à un niveau même plus large. Accueillir, une usine de batterie, sur son territoire, ce sont des emplois, donc on se démène pour, attirer ces nouvelles industries chez soi. Oui, alors là, on touche au cœur de la dimension politique de la question. Le fait même que finalement la désindustrialisation est considérée comme un des facteurs qui a nourri le mécontentement, le populisme dans les pays historiquement industrialisés. C'est notamment une des raisons phares pour lesquelles le nouveau gouvernement, enfin le gouvernement américain a mis en place dans l'Inflation Reduction Act un certain nombre de mesures pour encourager les activités manufacturières liées à la Mmh. transition énergétique dans les territoires qui Les avaient plus subi la désindustrialisation jusqu'à présent. Et l'intuition derrière, c'est pour pouvoir ancrer l'appui politique autour de la transition, eh bien, on va avoir besoin de créer des emplois, des filières industrielles qui ont intérêt à maintenir en fait mmh. cet agenda de la transition. Je pense que c'est quelque chose qui est très présent dans la réflexion aujourd'hui autour de la conception même de ces politiques industrielles. Quel est le champ de ces nouvelles politiques industrielles, Nicolas Bermans? Alors, il y a une première chose qui nous tient particulièrement à cœur, c'est la dimension systémique que l'on doit garder quand on met en place et on pense ces politiques industrielles. Très concrètement, ça veut dire qu'il faut pouvoir activer différents leviers tout au long d'une chaîne de valeur pour pouvoir engager la transition. Et ça passe par la conception des produits finaux, donc les règles qui permettent d'orienter vers plus de frugalité, plus de réutilisation des matériaux, la conception des produits, via par exemple les normes d'éco-conception. Mais ça passe aussi par l'apport de nouvelles infrastructures qui vont être nécessaires. Quand on parle de transition, on parle souvent d'utiliser plus d'électricité, parfois d'utiliser de l'hydrogène, éventuellement d'avoir recours à une partie de capture du CO2 à la fin de l'usine. Et tout ça nécessite des infrastructures. Donc il faut pouvoir aussi travailler sur ce champ-là. Mmh. Et il faut aussi parler de la question des ressources humaines, de la formation, des nouvelles compétences, de la création d'emplois pérennes associés à ces nouvelles activités. Tout ça pointe vers un besoin très important de coordination de la puissance publique, puisque c'est bien là que va devoir se faire l'équilibre entre ces Ouais. différents leviers et la coordination, la cohérence entre ces différentes orientations. Cette transition, elle doit forcément se dérouler à l'échelle internationale? Alors, ce qui est sûr, c'est qu'à l'échelon international, comme on le disait précédemment, on a des chaînes de valeur qui sont Mmh. très, très imbriquées. Et donc, les décisions qui sont prises à l'échelle d'un État ont des conséquences en dehors de celle-ci. C'est en plus, cela intervient alors que cette transition, elle change aussi la carte de la production industrielle pour deux raisons. Une première raison parce que les avantages comparatifs clés dans un monde bas carbone changent. Avant, ceux qui avaient un avantage en termes de ressources, par exemple, c'était ceux qui disposaient d'énergie fossile. Aujourd'hui, enfin dans le futur, ce sera ceux qui disposent, par exemple, en quantité d'électricité bas carbone. Et donc, ce n'est pas la même carte, la carte bouge. Ça redistribue les cartes, ouais. Tout à fait. Mmh mh. Donc ça, c'est un premier point, c'est par rapport aux avantages comparatifs. Et on peut s'attendre, par exemple, que notamment pour les filières amont, Mmh. on ait des phénomènes de relocalisation près de l'endroit où l'électricité bas carbone est abondante et bon marché. Et ça questionne évidemment la question de la compétitivité du système énergétique Mmh. de toutes les zones concernées. La deuxième raison, c'est parce qu'en fait, quand on regarde aujourd'hui le panorama, on observe déjà des différences dans les développements technologiques qui ont été engagés. On a notamment la Chine qui a investi massivement dans la manufacture d'énergie renouvelable et de batteries, donc il y a un temps d'avance. Et dans ce contexte-là, finalement, il y a des rivalités géopolitiques qui se créent avec des volontés de certaines zones géographiques de rattraper leur retard, de prendre un avantage sur certaines technologies, finalement, de se créer un espace économique Mmh. dans le monde de demain. Effectivement, la donne, change et alors vous vous intéressez, Nicolas Bermans, avec les équipes de l'IDRI, à l'Union européenne parce que, finalement, est-ce que ce serait la bonne échelle pour être efficace? Bah, ce qui est intéressant, c'est que l'Europe dispose déjà de certains leviers qui sont très importants pour la politique industrielle aujourd'hui. Déjà parce qu'elle a une politique climatique commune pour l'industrie via sa politique de tarification carbone, mais aussi parce qu'elle dispose d'autres leviers. On peut penser notamment aux normes sur les produits qui sont fixées au niveau européen, puisqu'on a un marché unique aujourd'hui, et aussi à la politique commerciale qui pourrait être utilisée comme un levier. Alors je dis ça au conditionnel parce que vraiment, il y a une certaine aussi précaution autour de l'utilisation de ce levier-là, Mmh. dans un cadre de politique industrielle aujourd'hui. Ensuite, ce qui est certain, c'est qu'au niveau européen, il y a un certain besoin de coordination déjà intra-européen.
Pourquoi? Parce que le risque finalement, c'est que certains États qui ont des capacités financières plus importantes, des capacités industrielles et technologiques plus développées, tirent les bénéfices finalement de cette transition aux dépens d'autres pays au sein même de l'Union. Ça, c'est déjà un facteur, qui peut amener des tensions en interne et l'objectif, c'est finalement d'entraîner tout le monde dans cette transition, Un grand heu, besoin de cohésion, un quoi. bon voilà, un grand besoin de cohésion. Assez logiquement, on se dit qu'on peut faire mieux ensemble à 27 que tout seul. Alors oui, que peut-on faire mieux? Un des premiers enjeux, c'est la question de comment on finance tout ça et donc on a, certainement une réflexion à avoir sur qu'est-ce qu'on peut financer ensemble en européen pour éviter le risque que chacun finance de son côté et que les implantations industrielles, par exemple, soient trop liées aux capacités financières différentes entre États. Un deuxième sujet pour l'Europe, c'est comment impulser un autre niveau d'ambition en termes de, sobriété matière. Comment, remettre une pièce finalement dans un niveau d'économie circulaire beaucoup plus élevé. Là, les normes par produit, elles sont définies au niveau européen, donc il y a certainement une voie de réflexion à cette échelle-là. Et enfin, le troisième point qui semble, extrêmement important, c'est celui de la disponibilité de l'énergie et de renforcer les réseaux énergétiques en Europe pour assurer à la fois une montée à l'échelle suffisante pour les besoins d'électrification, mais aussi le développement de ces nouveaux réseaux hydrogène, carbone, dont on aura besoin dans certains secteurs et clusters industriels à l'avenir. Et puis sur le plan diplomatique, parler d'une seule voix pour peser? Oui, c'est toute l'idée qu'il y a derrière, c'est-à-dire, l'idée que, si l'Europe fait mieux sa politique industrielle, se met d'accord sur ce qu'elle entend derrière, par exemple, des concepts comme compétitivité durable, en le rendant opérant, en définissant un vrai cadre de gouvernance autour de cela, elle sera en meilleure capacité de proposer des partenariats avec d'autres pays et pas simplement avoir des initiatives un peu parcellaires sur les besoins en ressources identifiés, pour des raisons très particulières. On peut penser, par exemple, aux initiatives récentes sur l'hydrogène, ou sur les matériaux critiques, mais d'avoir une vraie offre de partenariat qui inclut aussi une dimension des besoins de transition des autres États et du rôle que les entreprises, les technologies européennes peuvent aider pour assurer la transition en Europe, mais aussi dans le reste du monde. Donc finalement, de la qualité de cette coordination dépendra la réussite de la décarbonation, de l'industrie et finalement le poids de l'Europe face au reste du monde. Tout à fait, cette coordination, elle est extrêmement Mmh. importante. On est face à un défi sur les 30 prochaines années qui est très important, mais aussi, et il faut le dire, d'une certaine manière enthousiasmant, au moins quand on parle avec Mmh. tous les porteurs de solutions dans ce cadre-là. Donc commencer chez soi pour donner l'exemple et pour créer les conditions d'une compétitivité durable. Merci beaucoup Nicolas Bermans. Je rappelle que vous êtes responsable Europe, expert énergie-climat à l'IDRI. À bientôt. À bientôt. C'est la fin de ce coup de projecteur sur les enjeux de la transition nécessaire dans l'industrie. Vous pouvez retrouver tous les podcasts sur le site de l'IDRI, I2DRI, ainsi que sur LinkedIn, Twitter. À très bientôt pour un nouvel épisode de Cap sur la transition.